Salut les camarades, ça fait un petit moment et j'espère que tout roule pour vous. Ici en Anarchonie, il fait très froid mais le vent est chaud. Je vous avais promis une petite vidéo FAQ spéciale livre de Clavius Sartor et je vois que vous avez été nombreux à poser vos questions, des questions très intéressantes. Alors ce que je vous propose, c'est de vous servir un bon verre de rouge, de vous poser confortablement et de commencer la FAQ. Alors première question, est-ce tiré d'une histoire vraie ? Non, elle n'est pas basée sur un fait réel, mais on peut imaginer que si les pèlerins du Moyen-Âge étaient moins bien équipés et informés sur les chemins que les nôtres, et qu'à cette époque les mouvements hérétiques n'étaient pas si rares que ça, c'est une histoire qui aurait très bien pu arriver. Je pense même que c'est forcément déjà arrivé qu'un pèlerin un peu malchanceux se perde et se retrouve confronté à des hérétiques, un peu comme, vous savez, dans le film Black Death, où il y a un moine et des chevaliers chrétiens qui se rendent dans un village en Angleterre là, pendant la peste noire, et donc en fait ils y vont pour faire une sorte d'enquête et ils tombent sur une communauté de païens un peu suspects qui vivent en marge du royaume. Mais bon, après, comme les pèlerins, c'est quand même des gens qui ont une très grande foi, ils succombent pas aussi facilement à un pacte où il faut abandonner la croix, donc d'un autre côté, ce serait pas aussi facilement arrivé, mais on peut quand même se l'imaginer puisqu'on n'a pas beaucoup de traces, parce qu'en général, les gens qui se font kidnapper par des sectes, soit ils en ressortent pas, soit ils témoignent mais ils sont sous pression, soit ils sont trop choqués, donc on peut clairement pas tout savoir. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette histoire ? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est qu'en fait, dans mon passé, j'ai eu une période de ma vie où j'ai cru me faire embrigader dans une secte par quelqu'un que j'avais rencontré. J'ai appris très récemment d'ailleurs que c'était faux, mais disons que pendant 2 ans, j'étais pas du tout serein et je pensais qu'à ça. Et moi, quand je pense trop à un truc, souvent j'en fais des chansons, et quand je fais des chansons, souvent j'écris une histoire avant pour pas trop m'éloigner du thème. Et donc tout a commencé avec une chanson que je n'ai jamais postée ici, rien à voir avec le sujet, c'est juste la musique qui était vraiment pas ouf. Et où j'avais imaginé le récit d'un voyageur qui se rendait dans un village ultra sinistre, morbide, où il tombe sur un groupe de mecs un peu suspects avec des masques, des capuches noires et tout ce genre de trucs quoi. Et donc dans le récit, c'est ses derniers souvenirs. Parce que je vous jure que c'était vraiment comme ça que je me voyais à l'instant, Et j'étais tellement à fond dans l'histoire que du coup je l'ai beaucoup développé, tellement enrichi qu'en fait j'ai tout simplement écrit les 2 premiers épisodes du livre de Clavius Sartor. Il y a des youtubeurs là que je suis énormément, je pense par exemple à Alteris dont j'adore le travail du chrony. Si vous avez pas vu Paris 1328, franchement je vous invite à visionner parce que c'est juste excellent. Et donc dans ce format là, il m'a beaucoup inspiré, poussé à m'y mettre. Parce que franchement j'adore le concept de ne pas voir le narrateur mais en même temps de faire un petit film documentaire grâce à des images trouvées sur internet et quelques montages et un micro. Parce qu'il y a quasi aucun budget à avoir et comme je suis pauvre et que j'ai pas envie qu'on voit ma gueule, ça m'arrange. Donc j'ai enregistré ça et ça m'a tellement plu de le faire que là je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une sorte de mini-série et c'est comme ça que ça a commencé. Troisième question, ça a quel goût la Saganis ? Alors pour commencer, je te conseille pas trop d'en goûter parce que c'est ultra addictif. En fait, c'est un goût très semblable au pastis et à l'absinthe. Enfin, c'est un truc un peu genre anisé. Mais c'est pas un alcool, c'est plus une potion. Ça peut se fumer aussi d'ailleurs. Mais en général, c'est plus une potion dont les effets sont très hallucinogènes et dévastateurs. Ça ressemble pas trop aux effets de l'alcool où on a la tête qui tourne. En fait, c'est plus des effets genre comme la codéine ou le LSD. C'est-à-dire que vous avez une perception de la réalité qui est ultra déformée. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vous parlent. Les objets, ils ont des formes bizarres. Vous perdez aussi la notion du temps et les effets peuvent durer plusieurs heures, voire des dizaines. La plupart des gens qui en consomment, en fait, quand vous leur demandez quand est-ce qu'ils ont commencé, ils vous répondront soit qu'ils ont commencé hier, alors que ça fait déjà plusieurs mois ou plusieurs années qu'ils ont commencé, soit qu'ils en ont toujours consommé. Mais c'est un stade, en fait, où les gens, quand ils boivent, ils se rendent même pas compte qu'ils boivent. Un peu comme un mec qui se dit tiens, je fumerais bien une clope, alors qu'en fait, il est déjà en train d'en fumer une. Mais sinon, ça peut aussi être une drogue mortelle quand on en consomme trop. On peut en faire un coma saganique, mais l'autre truc qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt immédiat de la Saganis, en fait, ça peut aussi être mortel, parce que votre corps en est devenu tellement dépendant que quand vous décidez d'arrêter, que vous allez voir le droïde, vous allez suivre un traitement qui fait que vous allez continuer à en consommer, mais en réduisant de plus en plus la dose pour que votre corps ait le temps de reprendre ses droits. Ce qui est très difficile parce qu'en général les drogues ça va plutôt dans l'autre sens et c'est un travail de patience où il y en a beaucoup qui échouent. C'est d'ailleurs comme ça que l'Anarchonie a connu un gros drame après la chute de la secte où le nouveau pouvoir mis en place a voulu interdire totalement la Saganis et malheureusement ça fait beaucoup de morts et qui n'ont pas pu se soigner avant d'arrêter totalement. Donc voilà, vous voyez, la Saganis c'est vraiment à l'image d'une secte, c'est facile d'y entrer mais très difficile d'en sortir. Quatrième question, mais vas-y là, pourquoi la Saganis elle est interdite si elle est vendue, wesh ? Alors la Saganis, en fait, elle est pas interdite dans toute l'Anarchonie. En fait, c'est juste les membres de la secte, y compris Clavius Sartor,
qui n'ont pas le droit d'en consommer, mais les villageois ils peuvent. D'ailleurs c'est comme ça qu'ils se font du bif, hein, à la secte. En fait si tu veux c'est un peu comme les dealers, les vendeurs de cigarettes ou les gros trafiquants de drogue là qui en consomment pas, parce qu'ils savent exactement toute la merde qu'il y a là-dedans et du coup ils en prennent pas. Mais par contre ils réservent ça aux accros parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire beaucoup de thunes sur leur dos et que eux ne sont pas forcément au courant de tout ce qu'il y a là-dedans. Enfin voilà, en fait c'est le capitalisme, hein, c'est quand ils te vendent de la merde là, de la malbouffe. Donc en fait pour les membres de la secte c'est interdit, mais en même temps si c'était pas interdit, ils en consommeraient pas plus parce qu'ils savent. 5ème question, peut-on faire de l'urbex dans cette auberge? J'avoue cette question elle m'a fait marrer un peu. Alors l'auberge, en fait elle a été détruite après la chute de la secte, depuis c'est devenu la gare d'Anarconie, mais du coup la chambre noire elle est toujours présente. En fait la prison qui y est longtemps restée en fonction après la chute de la secte, genre pendant la révolution de 1429, à un moment on libère les prisonniers et on raconte que ils sont très nombreux, mais même après la révolution en fait elle est encore en fonction. Genre pendant l'indépendance et pendant la guerre de Cairn on raconte qu'on y met tous les otages, on y plaçait aussi les anarconiens qui révélaient un peu trop l'existence de l'anarconie au reste du monde. Bon après ça c'était rare, en général ils étaient plutôt exilés à l'île de Galais en Normandie, et donc vous me direz que normalement je devrais être en prison selon la loi anarconienne vu que je n'ai pas respecté cette règle, mais c'est une loi qui a été abolie le 23 janvier 2021 et donc j'ai pu créer cette chaîne YouTube. Mais en vrai c'était surtout les pirates et les contrebandiers qui étaient mal vus par les anarconiens et souvent condamnés parce qu'ils côtoyaient beaucoup le monde extérieur. Donc vous voyez cet esprit de frontière qu'on retrouve dans les règles de la secte où faut surtout pas sortir de l'anarconie, finalement c'est resté quand même assez longtemps encore. Et donc pour répondre à la question, il y a le chemin de fer qu'on peut encore voir parce que rappelez-vous il y a des mineurs à cette époque là en anarconie. Et dans l'épisode 5, on voit qu'ils ont inventé le tout premier Common Curious, qui est en fait l'ancêtre du métro, hein, et donc naturellement c'est là qu'on a placé la gare plus tard, et donc effectivement ouais, c'est l'endroit où les gens font le plus d'urbex en anarconie, parce que le passé est quand même assez lourd à cet endroit-là. 6ème question, pourquoi les membres de la chevalerie de la table rase ont-ils les cheveux colorés? Alors ça c'est juste un détail à vrai dire, hein. Le fait qu'ils ont des cheveux colorés ça change pas grand chose à l'histoire à part mettre un peu d'uchronie ou d'anachronisme. En fait c'est surtout une référence à mes potes de l'époque, parce qu'il faut savoir que moi quand j'étais au lycée je faisais partie du mouvement punk, d'ailleurs c'est comme ça que je suis devenu anarchiste, donc j'avais pas mal de potes qui avaient des cheveux colorés comme ça à cette époque, qui avaient des crêtes, d'ailleurs moi-même je portais une crête rouge, j'avais des piercings, des vêtements déchirés, des rangers et tout, d'ailleurs ils sont toujours colorés, aujourd'hui mes cheveux c'est juste pas la même couleur, et donc à travers les chevaliers de la table rase j'ai voulu remettre un peu en œuvre ces souvenirs du mouvement punk que j'avais, parce que c'est quand même toute mon adolescence et même s'il y a les idées qui sont restées et qui ont évolué depuis, c'est une vie qui était quand même très différente de celle que je vis aujourd'hui, et puis même mes potes ont changé depuis. Mais du coup je pense qu'il faut plus voir la chevalerie de la table rase comme une bande de jeunes un peu rebelles, un peu marginales, qui aiment bien faire la fête, faire du bruit et aller brûler des charrettes, qu'une véritable organisation de militants qui vont vraiment faire la révolution et qui vont s'emparer du pouvoir pour aller proposer des mesures sociales. Ça c'est quelque chose qu'on verra plus tôt à la révolution de 1429. D'ailleurs les révolutionnaires de 1429 se sont beaucoup approprié l'histoire de la chevalerie de la table rase parce qu'ils sont revendiqués héritiers. Mais en fait quand on regarde bien les chevaliers de la table rase, ils sont pas encore si anards que ça. Alors bien sûr il y a des exceptions comme Ednomus, Lacaria ou les mineurs qui pour le coup sont vraiment radicaux, mais la majorité des membres c'est surtout des gens qui veulent se venger de Clavius, c'est des gens en marge du système ou des jeunes qui veulent faire la bagarre et casser du milicien. En fait, Ednomus, il veut une société sans Dieu ni maître, mais t'en as plein dans la chevalerie de la table rase qui voient Ednomus comme leur chef parce que, malgré lui, hein, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il manie bien l'épée, parce qu'il a du courage et parce qu'il est populaire. Mais pour revenir à la question, faut savoir que c'est pas la première fois que je mets des personnages avec des cheveux colorés dans une époque moyenâgeuse. Avant de travailler sur l'anarconie, j'ai longtemps bossé sur un autre univers fictif, dont je ne citerai pas le nom, sur mon ancienne chaîne, où dedans il y avait un peuple qui avait des cheveux colorés, mais ils avaient aussi un physique clownesque et une culture celtique, et bien sûr une langue aussi. Allez, 7ème question, y aura-t-il des nouveaux personnages dans la saison 2 ? Oui, bien sûr, dans la saison 2, il y en aura pas mal, il y en aura même des importants. Je vais pas trop spoiler, mais il y aura par exemple le Seigneur de Forturis qui fera quelques apparitions à partir de la saison 2. On va en apprendre beaucoup aussi sur la famille d'Antoine, et dont certains membres vont y apparaître ou être fortement mentionnés. On verra aussi des voire-loups, parce qu'ils ont un rôle assez important dans l'histoire, et en particulier la voire-louve d'Omenia. Donc pour le rappel, les voire-loups, c'est des créatures légendaires du pays d'Oth, la région où il y a l'anarconie. Mais il y a aussi surtout des personnages qu'on connaît déjà, mais qui étaient jusque-là un peu secondaires, qui vont devenir importants dans la saison 2. Je pense par exemple à Éléonore, ou Yoel, le tavernier avec qui Antoine bossait là au début. Et bien sûr on va aussi en découvrir plus sur Clavius lui-même, même si c'est surtout dans la saison 3 qu'on va vraiment découvrir qui il est en profondeur, mais dans la saison 2 on en apprend quand même pas mal sur lui. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon après ça fait un peu trop d'informations, je vais tout casser. Et je vais passer à la question suivante, à quand la suite ?
Bah la suite je la posterai un peu comme la première saison où je sortais petit à petit les épisodes. Faut savoir qu'en général quand je termine un épisode pendant au moins un mois je bosse plus sur le livre de Clavius Starter parce que c'est quand même un travail qui prend beaucoup de temps. Il y a l'enregistrement, le mixage, le montage, mais je pense surtout à l'écriture parce qu'il faut faire super attention à ne pas faire de fautes de grammaire, d'incohérences, tout en essayant de rendre l'histoire captivante et juste. Il y a un truc que je savais pas et que j'ai découvert en travaillant sur cette série, c'est que c'est pas genre il y a un texte où tout est écrit, tout est fini et où il reste plus qu'à faire l'enregistrement. En fait, l'histoire elle évolue un peu tout le temps, il y a des trucs qui se développent, qui se modifient entre temps, parce que ça fait quand même 2 ans que je bosse dessus alors qu'à la base je pensais à terminer la série au bout de 5 mois après avoir commencé. Donc avec le temps, il y a forcément des choses qu'on veut perfectionner, mais de toute façon, ouais, l'important c'est d'être satisfait au moment où ça sort. Donc là, en sortant l'épisode 6, je venais de terminer la première saison, donc je me suis pas mis tout de suite à l'épisode 7, j'ai voulu faire une pause, bien qu'à présent, l'épisode 7, il soit déjà écrit, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai plein d'autres projets en dehors de cette chaîne. À côté, je fais des reprises, j'ai mes études, parfois le travail, j'ai un groupe, un duo, une chorale, donc c'est pour ça que j'ai pas un rythme ultra régulier sur cette chaîne, mais le gros avantage sur cette chaîne c'est que vu que c'est pas forcément une chaîne avec laquelle je compte être professionnel et faire succès, et que c'est plus une chaîne où je fais que partager mon quotidien artistique parce que j'ai des choses à exprimer, parce que ça me fait du bien, c'est que du coup c'est une chaîne où je m'impose aucune règle, et où je peux faire à 100% tout ce que je veux sans contrainte, à part peut-être le fait de ne pas mettre mon visage, mais voilà, en tout cas pour revenir à la question, l'épisode 7, sans vouloir me mettre de deadline, il va sortir sûrement vers fin mars, avril, quelque chose dans le genre. En tout cas, il sortira avant le mois de mai, mais voilà, encore faut-il que je sois dans le mood, parce que moi je suis quelqu'un qui dans l'année fonctionne avec des périodes, parce que je suis polyvalent et j'ai tendance à faire des trucs ultra différents à des moments différents. Je vous avoue qu'il y a des moments où je suis pas du tout dans le mood horreur ou histoire, ou dans le mood politique ou autre, et puis d'autres moments où je le suis carrément. Mais ça me fait exactement pareil avec les films que je regarde, les musiques que j'écoute. En ce moment, je suis dans ma période métal, hein. Enfin bref, je suis quelqu'un qui fonctionne un peu comme ça, mais tout en sachant que je vais jamais abandonner un domaine dans lequel je suis de temps en temps. Donc globalement, ce serait mois d'avril. Et enfin, nous passons à la toute dernière question qui attend une réponse conséquente. Feras-tu d'autres histoires après celle-ci ? Bah en fait si tu veux, comme en ce moment la priorité c'est le livre de Clavius Starter, souvent quand je trouve une idée je vais plutôt l'intégrer dans la suite du livre de Clavius Starter pour l'enrichir. Donc on va dire que je pense à 90% au livre de Clavius Starter et 10% à ce que je vais faire après. Mais ceci dit, j'ai quand même une petite idée de ce que je vais faire. En fait, il y a pas très longtemps, là, pour le délire, j'ai écrit une histoire un peu loufoque, là, qui se passe dans un lycée fictif de Montmartre, et où le personnage principal est pas du tout comme Antoine. Genre là, c'est le jeune voyou sans foi ni loi qui fait des conneries, qui a peur de rien, mais qui vit des trucs tellement chelous dans son aventure qu'en fait, paradoxalement, il va finir par faire des bonnes actions sans vraiment le vouloir et sans le savoir. Mais je vous avoue que l'idée de faire une histoire qui se passe en Anarchonie pendant la Révolution de 1429, ça me tente aussi beaucoup. Après, bon là le problème c'est qu'il faut inventer l'aventure de quelqu'un qui aurait vécu tous ces événements, et ça ma foi j'ai pas encore réussi à trouver quelque chose qui me convenait, donc on verra. Je vous avoue que j'ai un petit peu envie de changer du Moyen-Âge en ce moment parce que créer une histoire qui se passe à une époque aussi lointaine, c'est pas si facile que ça à écrire et surtout à illustrer, parce que c'est pas évident de trouver les images qui conviennent parfaitement à l'époque et qui à la fois passent bien avec l'ambiance et le son. Il y a aussi les objets, genre combien de fois j'ai voulu placer un portable dans le livre de Clavius Starter par exemple. Et sinon je pense aussi que si je fais une nouvelle histoire, elle sera pas à la première personne du singulier, parce que même si je trouve qu'on rentre plus facilement dans la vie du personnage comme ça, bah quelque part ça enlève beaucoup l'esprit de série où on peut raconter l'histoire d'un autre personnage secondaire. Genre par exemple, j'aurais bien aimé faire un passage consacré à Malthus, mais c'était un peu compliqué. Il aurait soit fallu que je fasse intervenir quelqu'un d'autre, soit que je raconte ça à la troisième personne, mais ça aurait fait bizarre en enchaînant avec Antoine à la première personne et qui aurait la même voix que le narrateur du coup. Et sinon, dernière option, je pense à faire plusieurs histoires qui dureront chacune qu'une seule vidéo et qui n'auront rien à voir entre elles. C'est-à-dire que ce sera pas des mini-séries, ce sera plus comme des threads. Mais en tout cas, si je fais une nouvelle mini-série, je pense que je la mettrai quand même en lien avec le livre de Clavius Starter. Peut-être qu'on aura des descendants d'Antoine de Troyes ou des gens qui l'ont connu. Mais bon, tout ça, de toute façon, on verra dans 2 ans ou 3 ans quand j'aurai fini le livre de Clavius Starter. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura très probablement des vidéos un peu bonus sur le livre de Clavius Starter, où là, du coup, je raconterai dans un format un peu plus proche de la vulgarisation les histoires de certains personnages secondaires qui apparaissent dans la saga. Je pense à par exemple Malthus, parce qu'il a une putain d'histoire de ouf, mais il y a aussi le père d'Antoine, sur qui il y a des tas de choses à dire. Évidemment, sur Clavius aussi, j'aimerais bien faire une vidéo consacrée à ce personnage. Et puis peut-être une petite vidéo qui raconte un peu ce qui se passe en Anarchonie après la secte de Clavius Starter, ce que deviennent les gens qu'on connaît en fait. Bref, tout ça c'est mes idées de projet que je pourrais avoir après le livre de Clavius Starter.
Et bien voilà les camarades, j'espère avoir bien répondu à toutes vos questions. Merci pour le soutien, et on se retrouve pour les prochaines chansons, les prochains épisodes, les prochaines révolutions, bref les prochains tout. Et sinon, vive l'anarchonie, vive la commune.